Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Vraiment très contente. Une ministre dont je me rappelle, surtout parce que j'ai des nièces et à cette époque-là, vous étiez leur ministre et donc j'étais Ah, assez fière de faire la présentation à travers les réseaux et même en vrai, on s'est croisés. Donc aujourd'hui, je vous reçois parce que vous publiez le livre Sevrage numérique. C'est une enquête sur nos rapports aux écrans et comment nous en libérer. Mais je vous présente s'il le faut, voilà, parce qu'on vous connaît, mais je vous présente quand même. Ancienne ministre des droits des femmes, ancienne ministre de l'Éducation nationale, et vous êtes aujourd'hui notamment présidente de France Terre d'Asile. Ce livre est important, mais vous avez publié pas mal d'ouvrages ces derniers temps pour dire ce que vous avez à dire, et à mon sens, vous le dites bien. Et dans ce livre-là, je voulais commencer par une chose. Vous avez un style direct où vous mêlez l'intime et la politique. C'est assez inédit sur un sujet comme celui-ci. C'est une volonté de votre part, justement, de parler des réseaux sociaux pour que la plupart des gens l'entendent sans langue de bois, avec votre vérité? oui, c'est ça, avec beaucoup de modestie, honnêtement, parce que je trouve que le discours qui va pas, c'est celui qui consiste à dire attention à cette omniprésence des écrans, des réseaux sociaux, des smartphones dans nos vies et notamment dans la vie des jeunes. Il faut tout de suite arrêter, il faut vous réguler. En fait, ce discours un petit peu surplombant, qui est trop facile à tenir quand on n'y est pas soi-même confronté à cette omniprésence des smartphones. Et en fait, moi, ce sujet, ça fait quand même quelques années que je le regarde, un peu sidérée, hein, parce que vraiment, c'est notamment le fait d'avoir des enfants, mais même à titre personnel, je sens bien que quelque chose a changé dans nos vies à tous. Que la place prise par les réseaux sociaux, le numérique, les écrans, le smartphone, elle s'est faite au détriment d'autres choses, qu'on a perdu beaucoup, beaucoup au passage. Et depuis des années, je regarde ça et je m'interroge sur finalement ce que ça nous apporte, ce que ça nous retire. Et un jour, il y a de cela 1 an et demi à peu près, j'ai publié une tribune dans la presse, qui commençait d'ailleurs par: «J'ai un problème. Nous avons tous un problème», et dans lequel je disais: «En fait, il va falloir qu'on aille vers un rationnement de notre temps numérique, parce que sinon on va pas y arriver. Ce sera toujours plus de temps consacré aux écrans et toujours moins pour le reste». Et je me souviens que cette tribune, elle avait fait, mon Dieu, couler mais beaucoup Je me d'encre, rappelle. énormément de polémiques. Je me suis fait tomber dessus par beaucoup de gens qui, globalement, ont crié à la censure. Elle veut nous limiter notre temps, elle veut nous empêcher de dire ce qu'on a envie de dire sur les réseaux ou de lire ce qu'on a envie de lire. Bon, et cette réaction, en fait, je l'ai regardée et je me suis dit, mais elle est hyper intéressante en soi. C'est-à-dire qu'en fait, ça dit à quel point il y a toute une bataille culturelle à mener pour ne serait-ce que faire la pédagogie sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes assujettis par des forces puissantes que sont les plateformes, que sont les GAFAM, que dans ce livre je compare à des mafias. Nous sommes assujettis par elles au point qu'elles ont réussi à nous convaincre nous-mêmes que c'était au nom de notre liberté que nous passions 10 heures par jour devant un petit écran comme ça, en nous ruinant la vie, les yeux, la vue, la santé mentale, Alors nos qu'on est relations aliéné. familiales. On est totalement aliénés. Mais de la même façon qu'autrefois l'industrie du tabac avait réussi à convaincre Mm. les gens que c'était au nom de leur liberté qu'ils fumaient autant de paquets de cigarettes qu'ils voulaient par jour, là, les GAFAM nous convainquent de la même chose. Et donc, les réactions à cette tribune m'ont poussée à me dire, ben, en fait, je vais m'accrocher. Je vais vraiment aller creuser à fond ce sujet pour comprendre comment fonctionnent les GAFAM. Et donc, j'ai passé 1 an et demi ensuite à mener cette enquête. C'est une Mhm. enquête où je suis allée voir, en effet, les ingénieurs, les cadres d'un certain nombre de ces entreprises pour comprendre comment ça marche, mais aussi un certain nombre de décisions politiques prises dans différents pays à travers le monde pour réguler tout ça. Oui, ah Parce que oui. ma grande surprise, ça a été de me dire, mais en fait, contrairement à ce qu'on nous raconte en permanence, c'est tout à fait possible d'adopter des mesures pour réguler, Oui. pour y compris bannir de chez soi un réseau social dont on veut plus. En fait, on peut, hein. Mhm. Vraiment, il y a Sans plusieurs qu'on pays ait qui le le font. sentiment qu'on nous coupe nos libertés. C'est C'est pour ça ça, qu'il y a eu cette réaction. Ils ont le sentiment, les gens ont eu le absolument. sentiment que vous leur disiez, à partir de maintenant, c'est la prison pour vous, vous n'avez plus le droit à cette liberté-là. Alors, c'est très intéressant parce que c'est en effet the argument. L'argument, c'est de dire ouais, bah, ah bah bravo. Donc, en fait, vous nous conseillez de bannir un réseau social dont on veut pas. Mais d'abord, franchement, c'est liberticide. Et puis, il va se réinstaller ailleurs et puis émettre depuis ailleurs, etc. Moi, j'ai toujours entendu ça et je parie que vous aussi. Oui, Donc, quelle n'a complètement. été ma surprise lorsque, faisant mon investigation, je découvre des tas de pays dans lesquels on a fini par bannir une application ou un réseau social pour une raison ou pour une autre. Parfois des bonnes raisons, parfois des Mhm. mauvaises. Souvent, en effet,
par des autorités Oui, dictatoriales, et c'est ça le problème, comme par exemple en Chine, bien sûr. mais aussi parfois, j'allais dire, par exemple, le Brésil est un exemple que je prends dans le livre de façon très, me semble-t-il, éclairante, parce que ça n'est pas les autorités brésiliennes, qui par ailleurs sont des autorités démocratiquement élues, Démocratique, bien sûr. mais c'est un juge. À un moment donné, c'est un juge qui dit à X, puisque c'est de X qu'il s'agit, vous laissez courir sur votre réseau des messages par milliers, dizaines de milliers qui sont pro-putschistes, qui vraiment nuisent à la démocratie, qui sont complotistes, donc merci de les enlever. X s'y refuse, parce que Elon Musk, etc. Et ben le juge met en demeure X de le faire sous, je ne sais pas, 2 semaines, je crois que c'était. Et sous 2 semaines, lorsque le réseau social ne l'a pas fait, le juge fait injonction à tous les fournisseurs d'accès du pays de refuser de laisser X passer sur la bande passante. Cet exemple me semble très intéressant parce que là, on se dit, ah mais oui, en fait, même si X est un réseau social qui est installé aux États-Unis et donc sur lequel on n'a pas forcément un moyen d'agir quand on est un autre pays, en revanche, il a toujours besoin des fournisseurs d'accès pour pouvoir entrer dans le pays. Or, les fournisseurs d'accès, c'est des nationaux, donc on peut agir dessus quand on est pouvoir public, quand on est juge. Et là, en fait, on se dit, mais on nous ment en fait quand on nous raconte Oui, il y a qu'on une peut affaire de rien faire. volonté. Il y a une affaire de Bien volonté sûr. de ne pas se froisser avec des GAFAM qui qui construisent aussi notre consommation, qui nous poussent par les algorithmes à aller plus vers telle ou telle marque, telle ou telle façon de consommer. Et on a aussi le téléphone qui constitue notre quotidien, qui fabrique notre quotidien. Donc on se retrouve doublement enfermé dans ce qui est le contraire de la liberté. C'est ça que vous indiquez aussi. Il faut être conscient de ça. Oui, c'est ça. En fait, le mot consommation que vous venez d'utiliser est le maître mot, comme diraient certains. Le maître mot, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, C'est-à-dire, en gros, pourquoi toute cette industrie? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire de nous? Pourquoi elle nous rend addicts à ces outils? Bah parce que son intérêt est oui, de nous retenir en voilà. ligne le plus longtemps possible. Pourquoi nous retenir en ligne le plus longtemps possible? Parce que plus vous y restez, plus vous maximisez vos chances de consommer. Mhm. C'est-à-dire de tomber sur des pubs Voilà, répétitives qui, au bout d'un moment, vont vous convaincre que décidément cette crème de jour ou de nuit, il vous la génial. faut absolument. Ouais. Et donc c'est comme ça que vous finissez par aller craquer et sortir votre carte bleue. Donc c'est ça en fait, c'est un monde fait pour la consommation. Mhm. Ça n'est pas un monde fait pour vous éclairer, pour vous Pour la liberté. cultiver, pour... Ouais. Contrairement à ce que disait internet des débuts, je crois qu'internet Oui, des débuts était ah, fait pour que les gens se l'idée était noble, rencontrent. bien L'idée sûr. était noble, Mhm. pour que les gens se rencontrent au-delà des frontières, pour s'ouvrir les uns aux autres, etc. Heu, C'était Wikipédia, Oui, c'est plus du tout ça maintenant. Regardez, oui, regardez en quoi consiste votre scrolling, oui. le vôtre, adulte, comme celui des enfants. Et il y a un enfermement parce que depuis quelque temps, je me rends compte moi seule, et on parlera aussi de votre expérience avec le jour 5, le jour Ah oui. auquel vous avez craqué, ça m'intéresse. Il y a un enfermement parce que depuis quelque temps, pour citer Instagram, quand vous regardez plus de 3 secondes une vidéo, 4 vidéos plus tard, vous avez la même proposition. Donc il y a un enfermement qui est de plus en Oui. plus rapide, ça vous l'avez aussi analysé. C'est une manière aussi de coincer l'humain dans un endroit de sa vie, en fait. Ouais. Et c'est assez problématique parce qu'il y a une volonté politique à partir de septembre 2026 avec un projet de loi autour de la régulation de ces affaires de réseaux sociaux. Là-dessus, vous en pensez quoi? Parce que, première question, vous avez fait vous-même l'expérience de vous désintoxiquer et en même temps, il y a l'individu, mais il y a aussi la volonté politique avec peut-être ce projet de loi. Comment est-ce qu'on... C'est 50-50 ou vraiment la loi doit être, comme ce juge, vraiment proactif et nous, on doit essayer de s'adapter à ça? Alors d'abord, juste pour rester un instant sur, le phénomène, d'enfermement que vous évoquez, donc Oui. ce qu'on appelle des bulles de filtre. Donc le phénomène de bulle, il est terrible parce qu'en plus, il a évolué avec le temps. Parce que, moi, je me souviens, il y a une petite dizaine d'années, quand on commençait à constater, ce phénomène de bulle, c'est-à-dire, en gros, pour l'expliquer à ceux qui nous écoutent, le phénomène de bulle, qu'on retrouve, j'allais dire, pas simplement sur les réseaux sociaux, mais dans tout outil numérique, c'est que si vous utilisez un moteur de recherche, mettons Google, et que Mmh. vous tapez n'importe quoi, je sais pas moi, enfin une recherche, eh bien, vous n'allez pas avoir exactement la même réponse qui va vous être donnée que celle qui serait donnée à votre voisin. Pourquoi? Parce que l'outil se nourrit de vos recherches passées pour
spécifier davantage ce qu'il va vous apporter comme élément. Donc par exemple, si, on tape toutes les 2 Mmh. Que se passe-t-il en Iran en ce moment? Mmh mh. Voilà, je vous en donne un exemple. Mmh. En fonction de nos recherches passées, on va pas avoir la même chose. Vous et moi, je suis pas sûre qu'en termes de valeurs et tout ça, on soit si éloignés. Non, du tout Imaginez même. maintenant, 2 personnes extrêmement polarisées, par exemple un républicain, pro-Trump et un démocrate, pro-Mamdani aux États-Unis. S'ils tapent la même requête, c'est pas seulement qu'ils auront pas la même réponse, c'est qu'on va les enfermer dans des réalités alternatives, en fait. Donc c'est ça le problème, c'est ça l'effet de bulle. Cet effet de bulle, ça fait déjà au moins 8-10 ans qu'on le Mmh. constate et Mmh. cetera. Et c'est un problème parce que ça veut dire qu'on ne vit plus ensemble. Mais depuis quelques années, et c'est ce que je raconte dans le livre, les réseaux sociaux ne se sont pas contentés de cet enfermement dans des réalités alternatives. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont constaté, Facebook le premier et les autres ont suivi, que ce qui vous retient le plus en ligne, c'est pas simplement de voir des choses qui vous confortent dans ce que vous savez déjà, c'est aussi de voir des choses qui vont chercher vos vulnérabilités et qui jouent sur vos Mmh. vulnérabilités. D'où tous les problèmes de santé mentale des adolescentes. Ah ouais, ça j'ai une question Pourquoi? là-dessus parce qu'il y Parce a des que, chiffres par incroyables. exemple, une jeune fille, Ouais. prenons une jeune fille de 13-15 ans, qui, ben voilà, va, poster un selfie d'elle sur Instagram, puis 3 secondes plus tard le retirer parce que finalement elle n'était pas très contente. La machine, l'algorithme, va pas se contenter de lui envoyer toujours des images de beauté en ayant deviné que c'était ça sa bulle de filtre à elle. Non, il va lui envoyer des images de régimes drastiques, de chirurgie Mmh. esthétique, d'autres nanas extrêmement belles, et cetera, qui, vont la pousser à la comparaison. Donc c'est des trucs néfastes. C'est-à-dire la bulle de filtre qui était en soi un problème, depuis quelques années, elle s'est en plus concentrée sur ce qui est le plus néfaste, car répondant à nos Bah, bien vulnérabilités, sûr. le plus susceptible de nous retenir en ligne. Et je trouve que c'est ce drame-là Mais qu'on vous faites une belle comparaison entre le virage 2010 et 2023. 57 des adolescents oui. déclarent ressentir une tristesse persistante ou un désespoir. Je vous cite. Elles étaient 36 en 2011. La même année, 30 disent avoir envisagé le suicide, alors qu'elles étaient 19 en 2011. Donc ça illustre parfaitement ce que vous dites. Et ce livre est éclairant pour ça, parce qu'il permet aux parents et aux adolescents et au pouvoir public de se rendre compte par les chiffres de ce qui se passe avec ces bulles et la façon dont on joue avec les émotions et la misère, quelque part. Absolument, et c'est pour ça que, je pense que la meilleure façon de le comprendre, c'est vraiment de partager avec les lecteurs, comme j'essaye de le faire, mes propres découvertes. Moi, je vous avoue que, enfin, on est tous tellement occupés, on a des vies professionnelles, Ah on a oui. des enfants à gérer, on ne peut pas passer son temps à se tenir au courant de ce qui se Mmh. passe chez les plateformes et de ce qu'elles font. Donc je m'étais moyennement rendu compte du grand tournant de l'année 2017, Mmh par mh. exemple. Mmh. En fait, en 2017, Facebook était confronté à une crise de croissance. Ils avaient plus autant de clients, qu'ils auraient aimé en avoir, et donc là, ils engagent une réflexion sur, la façon dont leur algorithme pourrait être plus efficace pour, attirer et retenir les gens en ligne. Et je suis sûre que vous, comme journaliste, vous devez vaguement vous en souvenir parce que ça a été le moment, par exemple, où ils ont, décidé qu'ils n'allaient plus valoriser les contenus venant de médias classiques. Vous vous Exactement, souvenez je de m'en ça? rappelle très bien. Et d'ailleurs, les médias classiques étaient extrêmement, Oui, énervés, à oui, juste raison, puisque oui, finalement, n'importe quel contenu avait plus, tout à de fait. visibilité que le leur. Mmh. Donc j'avais vaguement retenu cette histoire-là, mais par contre, je ne savais pas que, cherchant à rendre leur algorithme plus efficace, ils font des études internes. C'est une de leurs salariées de l'époque, qui en est sortie depuis, quelques années et qui témoigne aujourd'hui, qui raconte cet épisode. Et donc ils disent: «Ben, si notre algorithme met en avant les nouvelles, en fonction, bah, de l'actualité chronologique, c'est-à-dire le plus récente ou qu'est-ce qui se passe?» Bah, ça retient pas plus que ça les gens. Si notre algorithme met, en avant, les contenus en fonction de, leur capacité d'optimisme, de joie, de paix, non, ça il se passe rien. Et si il met en avant les contenus en fonction de leur capacité de créer de la colère, de la peur, du scandale, du clash, ah bah ça les gens restent. Bah ouais, parce que ça, la psychologie cognitive connaît ça malheureusement, quand vous jouez sur les émotions négatives, bah voilà, Mmh. la dopamine, va être là, vous allez rester, vous allez vouloir vous aussi participer, vous émouvoir, et donc c'est comme ça qu'en quelques années,
vous aurez remarqué, il y a une espèce de prime aux propos les plus dégueulasses, les plus trash, les plus polarisants, et Sur ça les réseaux rejaillit sociaux et il y a une oui, responsabilité des médias qui jouent le même langage, la même mais grammaire. absolument. Mais pas que des médias, ça rejaillit sur 2 mondes. Le monde médiatique naturellement Mmh. parce que voilà, c'est, course à l'échalote pour, soit le monde médiatique aussi a besoin de gagner des likes, hein, Bien en sûr, quelque sorte, et le monde politique. oui. Mais c'est terrifiant, mais moi j'ai vu le monde politique évoluer, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, chez beaucoup d'hommes, de femmes politiques, il y a, heu Une violence. oui, mais il y a cette compréhension qu'il ne sert à rien d'aller faire des discours à la Jaurès, et cetera. Il ne sert à rien, puisque de Faire toute façon, X. ça ne passera pas les Mmh. radars. Donc autant aller directement au clash et à la phrase caricaturale, Mmh. Pour puisque c'est être ça qui entendu. va alimenter le débat, être entendu et qu'il en restera quelque chose. Et donc il y a un renoncement à l'intelligence collective, il y a un renoncement à l'élévation collective. Moi, je suis extrêmement inquiète de ça. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes, on est dans des années là, électorales. Il va y avoir, les élections, municipales bientôt, les présidentielles, dans quelques mois, la campagne démarre. On se retrouve coincé, dans cette, violence sémantique, dans ce verbal, d'invective en permanence avec des politiques qui font la concurrence aux réseaux sociaux et un peuple qui, se détermine souvent en philosophie politique en fonction de l'offre politique qu'on lui fait. Résultat, en vous entendant, mais en vous lisant, non, j'ai un peu d'espoir. J'ai vraiment l'impression que vous proposez des choses, mais en vous écoutant, on a le sentiment peut-être que là, vous êtes inquiète. C'est une alerte. Pas pessimiste, mais en tout cas inquiète, au regard de ce que nous vivons tous. Oui, il y a des éléments de parfois réassurance et vous en avez évoqué un tout à l'heure, en parlant de la régulation européenne qui entre en vigueur Oui, prochainement. Enfin septembre qui entre 26. en exactement, il y a 3 régulations plus précisément, dont 2 sont déjà entrées en vigueur et Mmh. une arrive. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à la fois une bonne chose et franchement, dans le livre, je rends plutôt hommage à Thierry Breton qui a été commissaire Complètement. européen sur le Oui, moment oui. et qui a vraiment beaucoup bataillé là-dessus, se prenant tout le lobbying, d'ailleurs des plateformes et c'est très intéressant de l'interroger et de l'entendre sur ce sujet. Hem, mais c'est une régulation européenne qui pour, qu'elle soit véritablement, utile, doit être mise en œuvre. C'est-à-dire que la Commission européenne doit faire tomber des sanctions. Et puis c'est une régulation européenne qui s'attache d'abord et avant tout, j'allais dire, à, ce que les GAFAM cessent d'être d'immenses monopoles, donc à casser les monopoles, à ce que les GAFAM laissent passer, des discriminations, des propos, racistes, et antisémites et cetera. Donc voilà, des choses comme ça, mais c'est une régulation qui ne va pas s'attaquer, en revanche, au modèle même des réseaux sociaux. Mmh. C'est-à-dire, c'est quoi ces bulles de filtre? Oui. Sur quoi on joue s'agissant de l'algorithme, sur un plan technique, hein, c'est Sur avec la des technicité, ingénieurs. il va y a pas avoir d'enjeu, Exactement, d'accord. sur quoi on joue, qu'est-ce qu'on impose par les textes pour que les algorithmes ne nous enferment plus dans des bulles en considérant que c'est attentatoire à notre liberté. Mmh. Vous voyez, C'est ce cosmétique? morceau de Oui. raisonnement-là manque à la régulation européenne. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, il faut rendre finalement, comment dire, réel en fait dans la vie de tous les jours, le fait qu'on va coincer les GAFAM. Et on Oui. les coince comment? On les coince en jouant sur leurs algorithmes, Mmh. on les coince en transformant leur statut juridique. Ça, la législation européenne, elle ne le fait pas. Aujourd'hui, ils sont toujours considérés comme des hébergeurs de contenu. Oui, c'est vrai que c'est le terme qu'on emploie. Exactement. Ça veut dire, en gros, un hébergeur de contenu, c'est, bah, moi, je suis plus rien. Oui. Avant, le contenu était antisémite, moi, je savais pas. Oui, ou les Et puis singes, même, de Trump pour, qualifier exactement. Obama, la Ben famille oui, Obama. mais moi j'y peux Oui, rien, c'est bah, non, chaque internaute qui est voilà. éditeur de lui-même. Ben non, en fait, parce que c'est toi qui lui as donné la visibilité, qui fait qu'il est vu par des millions de personnes. Donc tu es non pas hébergeur de contenu, mais éditeur, comme le sont les journaux, Mmh. et donc qui ont des Responsable, responsabilités, qui peuvent bien être sûr, traînés en bien justice, sûr. s'il y a eu diffamation, et cetera. Faire en sorte aussi, de redonner du pouvoir aux consommateurs, aux usagers. Par exemple, j'évoque dans le livre l'idée d'un Numiscore comme il existe un Nutri-Score. Ça peut paraître peu de choses, mais aujourd'hui, quand vous allez faire vos courses au supermarché, je ne sais pas si vous le faites, mais pour Oui. beaucoup de gens,
regarder les notes ABCD. ABCDE là sur Mmh. les aliments, c'est Oui. quand même très aidant parce Oui, qu'on oui. n'a pas envie de donner des choses nocives à ses enfants. Donc Et c'est une si on voit éducation aussi. exactement. Donc si on voit que c'est une note de E, on se dit oula, on va peut-être Ouais. éviter d'acheter Oui, ça. tout à fait. Et ben avec les réseaux sociaux, on peut tout La à même fait avoir chose. des notes. Et d'ailleurs, on sait comment les mettre les notes. C'est en fonction de est-ce qu'il y a de la modération ou pas. Mmh. Il y a quand même des réseaux, par exemple, TikTok, enfin, oui, TikTok ou Ouais. X ou, X. dans lesquels, la modération juste, a été complètement coupée, Oui, notamment la modération volontairement francophone, là, c'est, volontairement pour ouais. faire des économies. Est-ce qu'il y a des trolls, qui polarisent pour rien le débat? X, Oui. franchement, est un exemple de cela. Est-ce que, la plateforme ou le réseau social, agit lorsque on lui fait remonter des cas de Oui. suicide d'adolescents, d'adolescentes? Il y a quand même plusieurs plateformes là qui sont traînées en justice pour n'avoir strictement rien fait. Il Oui, y a oui. 11 familles en France, je vous parle que de la France, hein, Mmh. qui traînent TikTok en justice, hein. Ah C'est oui, quand voilà. même, après suicide ou, tentative de suicide de leurs enfants. Bon, donc du coup, une fois qu'on a tous ces éléments, qu'on les a classés, on peut même interroger d'ailleurs les internautes qui peuvent aussi, apporter leurs, propres Mmh. connaissances, pour classer tout ça et mettre des notes. C'est ça un Numiscore. Mmh. Donc moi je pense qu'en fait la législation européenne, elle était bien comme un début. Vous avez suivi, le fait que la Commission européenne a fait tomber une sanction, importante sur Google, il y a à peu près, 8 mois de cela, de plusieurs millions d'euros et c'est une bonne chose. Mais vous avez également vu que Trump s'était exprimé dans la foulée pour dire qu'il était hors de question que l'Union européenne conserve cette législation-là qui était Oui. attentatoire et Mmh. cetera à leur vie économique et donc il va tout faire pour essayer d'obtenir dans les négociations qu'il a avec l'Union européenne qu'elle y renonce. Oui. Donc je pense que nous, citoyens, mon inquiétude, elle vient du fait que si nous, on ne se mobilise pas, Oui. si nous, on ne fait pas notre propre lobbying de citoyens auprès Mmh. des élus, Oui. et notre lobbying à nous, il passe notamment par le bulletin de vote, ils vont lâcher parce que c'est beaucoup plus confortable de laisser tomber que de se battre contre ces mastodontes. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir, prolongé, la tribune que vous avez fait à travers un livre parce que, on a l'impression que rien qu'en lisant, Numérique, on se dit: «Oh là, encore». Alors que c'est une éducation très importante que vous faites et vous êtes parti de vous. Vous avez tenté l'expérience d'être vous avez aussi, parlé de Léna Situation qui elle-même l'avait fait pendant, 1 mois. Pendant, 1 semaine à peu près, vous avez tenté de poser le téléphone et de faire autrement et vous vous êtes rendu compte, parce que c'est bien d'éprouver les choses, il ne suffit pas de dire et c'est à travers cette expérience que vous allez dont vous allez nous parler, le sentiment, que vous avez eu, qu'on se rend compte qu'on pourrait ou pas changer les choses, si on le veut. Mais il faut pour ça, savoir ce qu'est le téléphone dans nos vies, quoi, et à quoi il sert. Et pas simplement que ce soit un réflexe. Vous l'avez posé et qu'est-ce que vous avez ressenti au bout de 5 jours? Bah, moi, le but du jeu à l'époque, c'était de faire une semaine. Ouais, C'était pas de faire 5 jours. Elle a pas tenu, la semaine, hein, franchement, parce que c'était difficile, en fait, de se passer de son bah, téléphone. voilà, ouais. Mais c'est difficile, parce que en réalité, on y a tout et ça s'interroge Mmh. aussi. OK, c'est, Maps, le ouais, réveil, exactement, les ça recettes de c'est cuisine. aidant d'avoir tout concentré dans un Ouais. endroit, mais au bout d'un moment, compte tenu de ce qu'est cet endroit, je parle du Mmh. smartphone, et encore une fois de l'enfermement, auquel il nous fait arriver. Est-ce que c'est pertinent d'avoir tout ça là-dessus? Oui, Moi honnêtement, depuis que j'ai fait cette expérience, j'ai racheté des radios réveil à la maison par voilà, exemple. vous avez Parce changé que votre façon de absolument. vivre. Oui, parce que Faut donc ce éprouver. dont je me suis rendu compte pendant cette expérience de sevrage, d'auto-sevrage, c'est que, bah, il y a plein de choses que je n'arrivais plus à faire sans mon téléphone. Mmh Par mh. exemple, prendre une photo des beautés, me faire réveiller par un réveil le lendemain matin, retrouver le code de ma carte bleue, et Voilà. cetera et cetera. Toutes ces choses-là, quand vous ne l'avez pas, c'est compliqué et 2, cette impression incroyable de passer à côté de l'actualité. Et d'ailleurs, les anglo-saxons qui sont très forts pour trouver, des mots pour tout, ont inventé une expression pour dire ça qui s'appelle FOMO, Fear of Missing Out, Mmh. donc la peur de manquer quelque chose. Donc en fait, on s'est habitué à des façons d'être, en permanence disponible pour nos écrans et de ne plus l'être pour Mais nous-mêmes. c'est un mode de vie exactement, c'est un mode de vie et c'est ce qui est intéressant vraiment dans le livre, c'est pour ça que je voulais vraiment vous interroger là-dessus. J'ai envie de vous poser 25 autres questions sur le sujet, mais j'ai aussi envie de vous parler d'un autre livre que vous avez écrit sur, les réfugiés parce qu'aussi, vous êtes présidente de France Terre d'Asile et
Il se passe en ce moment ce qui se passe en Iran et les conséquences, on ne les connaît pas encore, mais il va y avoir des vagues d'humains qui vont arriver. Comment est-ce que, avec le rôle que vous avez, alors c'est difficile d'envisager les conséquences de ces attaques, mais juste par rapport à votre rôle, comment est-ce que vous voyez la chose, ces fameuses, ces fameuses attaques un peu partout dans les pays du Golfe, pays arabes? Honnêtement, c'est un sujet, vraiment délicat sur lequel il faut Mm, beaucoup de nuances mm, énormément. parce que, enfin, je veux dire, je suis la première à pleurer toutes les larmes de mon corps quand je prends conscience, du fait qu'en 3 jours, on a tué, enfin, Khamenei, en l'occurrence, a tué, plusieurs dizaines de milliers, de jeunes de sa population qui étaient en train de manifester. Oui, C'était il y a à peine quelques semaines. oui. Donc, moi, la situation des Iraniens, des Iraniennes, depuis le drame de Massa Amini, voilà, ça me vrille le cœur. Et donc, je comprends absolument tous les Iraniens, Iraniennes qui disent il faut que quelque chose se Mm. passe parce que voilà, ce pouvoir est monstrueux, il faut qu'il s'en aille. Bon. Ensuite, il y a la figure de Donald Trump. Waouh! Mm. Enfin, d'abord, je veux dire, il y a encore quelqu'un qui croit à ce discours messianique: «Je vais sauver un peuple, c'est ce qui me meut, c'est ma motivation». Enfin, je veux dire, on est dans les affres de l'affaire Epstein. Évidemment que ça prêtait à sortir, d'ailleurs, il y a eu des révélations autour d'une jeune fille qui, à l'époque, avait 13 ans et Mm. qui, dit avoir été agressée sexuellement, par Donald Trump, en compagnie de Jeffrey Epstein, et donc c'était ça qui s'apprêtait à sortir dans les médias américains. Et évidemment que cette attaque en Iran, malheureusement, est d'abord et avant tout motivée par le fait de faire son tour de prestidigitateur habituel, hein, auquel se sont tellement habitués les politiciens de nos jours maintenant. C'est: «Ah, je veux vous détourner de tel sujet, donc je vais créer un autre sujet». Bon, bah, très bien. Alors lui, il crée un autre sujet Mhm. par cette attaque, Ouais. de l'Iran. L'a-t-il un petit peu réfléchi? A-t-il pris le temps de voir un peu les conséquences? Parce que en fait, les conséquences géopolitiques, Oui. elles risquent d'être absolument majeures, et honnêtement, il y aura sans doute du bon dans le sens libération de Oui. la population de Khamenei, qui est donc décédé. Mais qu'est-ce qu'il y À aura quel prix? d'autre? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Moi, je suis absolument terrifiée par, l'ensemble des chamboulements qui potentiellement, peuvent, se produire Des dans les jours exils qui viennent, dans encore. les semaines qui viennent. Mhm. Bien sûr. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il y a plusieurs types de chamboulements. Il faut s'attendre évidemment à ce qu'on a connu après, la Syrie, après la Libye, c'est-à-dire des files de réfugiés, et là, moi, j'aimerais beaucoup poser la question à beaucoup de gens, à beaucoup d'observateurs qui, jusqu'à présent, regardaient, les Iraniens, les Iraniennes avec une forme de tendresse. Je voudrais juste leur dire: «Je vous en supplie, n'oubliez pas votre tendresse lorsque ces personnes se présenteront comme réfugiés. Parce que vous l'avez oublié pour beaucoup d'entre vous quand les Syriens qui fuyaient les Mm. geôles de Bachar el-Assad Bachar se sont el-Assad. présentés Mm. comme réfugiés». D'accord? Donc on l'oublie pas, enfin, on essaye d'être cohérent en tout cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans les chamboulements géopolitiques, parce que j'entendais ce matin qu'à nouveau on disait qu'il y avait des tensions sur, ben, le cours du pétrole, et cetera, puisque Oui. généralement ça a aussi ça comme Incidence, effet. bien sûr. C'est que, ce serait bien à un moment donné que tous nos pays, se lancent une fois pour toutes dans la transition écologique. Parce que en fait, sinon on est otage de ces histoires de cours du pétrole à chaque fois qu'il y a Oui. un chamboulement géopolitique Mm. dans cette région du monde. Et donc, puisque cette transition écologique qu'on est censé faire, et notamment le passage aux véhicules électriques, etc., on n'est pas capable de le faire pour des raisons de planification écologique sérieuses, bah, au moins faisons-la sous pression des événements, parce que sinon, pour bien me On faire n'est plus libre. comprendre, sinon les prix qui augmentent, Oui. etc., qu'est-ce que ça va donner? Crise économique dans nos pays, Mm, tout à fait. hausse du populisme à nouveau. On est à 1 an d'une élection présidentielle ici. Enfin, vous Pouvoir imaginez? d'achat écorché, encore une Et fois. évidemment, Ouais. or, comme on se le disait tout à l'heure, l'économie étant à la source de tout, Mm. bah, des gens qui ont plus les moyens de remplir leur caddie, qui ont plus de pouvoir d'achat, enfin, à votre avis, ils votent quoi? On regarde du Donc, côté des extrêmes. exactement. Donc, en fait, tout ce qui est en train de se passer en Iran en ce moment, Ça a de lourdes j'en vois conséquences. au moins 2 conséquences.
enfin même 3 terribles, et beaucoup de morts évidemment dans la région, c'est une évidence. 2e conséquence, les files de réfugiés sur Mmh. lesquelles il faudrait un petit peu réfléchir et Oui, ça, anticiper dès faut l'avoir en maintenant tête, bien pour sûr. ne pas juste, jeter tout le monde dans les bras du populisme. Mmh. Et 3e conséquence, les histoires de pouvoir d'achat. Ouais. Parce que c'est certain que, ça va avoir Des des effets conséquences, sur l'augmentation des prix. bien sûr. J'ai une dernière question sur, le livre que vous avez écrit récemment autour de votre, histoire, de votre récit, de votre vie. Le titre, vient d'une phrase que votre maman, j'allais dire ma maman. On a en commun le On Maroc, l'a peut-être mais encore. voilà, mais on a 2 mamans Qui sait? différentes. Qui sait? Mais en vous lisant, j'ai eu l'impression de m'entendre parler, donc c'est pour ça que je fais ce lien. La vie a plus d'imagination que toi. Ce livre est un témoignage, plus qu'une biographie. C'est quelque chose, quand je l'ai lu, où j'ai ressenti ce que vous dites là, c'est-à-dire la responsabilité des médias, une volonté d'avoir un personnel politique à la hauteur de la situation. Vous, en tant que personne, binationale, ce que c'est que de casser le plafond de verre et d'y arriver tout de même, d'imaginer une suite aussi pour vous. Ce livre-là, c'est ça, c'est tout ça, c'est enfermé. Pour moi, c'est pas une bio, c'est vraiment, je vous dis qui je suis, mais je m'engage en vous disant qui je suis. Oui, de manière générale, moi je pense que, en fait, il y a beaucoup de gens, et pas forcément, seulement les plus jeunes, mais, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être, inspirés, ou de trouver, disons, des exemples. Oui. Alors, exemple, pas au sens exemplaire, moi je me Non, mais juge pas exemplaire, mais un rôle modèle, voilà, c'est-à-dire de voir des bien figures, sûr. publiquement connues, qui puissent leur parler, qui incarnent quelque chose dans lequel elles se retrouvent. Mmh. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre ça. Moi, au début de ma vie politique ou de ma vie publique, j'aimais pas du tout justement quand Oui. on me présentait un peu comme une forme d'exemple ou de modèle, parce que je trouvais ça immodeste en fait. Mmh. Je disais: «Mais je suis pas un modèle». Enfin, oui, c'est vrai, je pourrais dire, j'ai fait des efforts, je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, et cetera. En même temps, moi, je suis, suffisamment honnête pour dire aussi, j'ai eu de la chance, vous voyez? Ce que tout le monde ne fait pas, hein. Beaucoup Je de gens qui comprends. sont nés avec une cuillère en Oui, argent oui. dans la bouche Oui, et oui. qui jamais vous Oui, diront: «J'ai eu de oui. la chance». J'ai eu de la chance, Mais bon, moi, en l'occurrence, disons que mon honnêteté me pousse à chaque fois à dire, «Bah, vous savez quoi? Dans mes études, dans mon lycée, même en éducation prioritaire, et cetera, il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi, donc ça n'est pas que, de l'effort, et cetera. C'est aussi, Une à un moment donné, une rencontre. chance d'avoir Mmh. fait telle rencontre, et cetera». Donc, je voulais pas être présentée comme un exemple, et pendant longtemps, je me suis pas présentée comme ça. Et puis, en fait, la maturité venant, et je me suis dit: «Mais en fait, le récit qui est fait des populations, disons, qui me ressemblent, c'est-à-dire nées à l'étranger, de culture musulmane, et cetera, est tellement négatif que si personne ne vient se raconter pour, Voilà. constituer un contre-récit en Oui. quelque sorte, c'est pénible, quoi. Si une fois qu'on a eu la chance d'y arriver d'une façon ou d'une autre, qu'on soit artiste, qu'on soit, je sais pas, intellectuel, peu importe, et bien, on se contente de se fondre dans le moule et de se faire oublier, bah, on ne constitue jamais ce Ouais. fameux contre-récit. Et donc c'est en fait, la vie a plus d'imagination que toi, c'est d'abord de cette idée-là que ça part. C'est: je vais me raconter, y compris pour vous dire un peu, la complexité qui peut Oui. être la nôtre, car Ah vous bah avez oui. tendance à nous massifier. Ah bah, bien sûr. Ah bah, vous Hein? êtes très clair dans le livre. Ah oui, oui, très clair. Et en fait, on peut être complexe. Bien Regardez, sûr. moi, par exemple, tout en assumant complètement ce que je suis, il se trouve que je suis mariée enfin, mon mari est français, n'a Mmh pas mh. d'origine, Mmh. étrangère, et que donc mes enfants sont métis, et donc que je suis confrontée avec Oui. eux aussi à des tas de choses plus complexes que vous ne le croyez. Bien sûr. Il y a des sujets sur lesquels je suis extrêmement, libérale, et d'autres sur lesquels je suis, extrêmement, attachée à des principes. Vous savez quoi? Je suis la ministre qui a lutté pour, faire reculer la prostitution, Mmh. alors qu'on me présente souvent comme une espèce de laxiste de gauche, et cetera. Mais en fait, c'est moi qui ai créé la loi, contre le système prostitutionnel, Mmh. pour protéger les femmes, et cetera. Mmh. Donc en fait, je trouve que c'est très important d'avoir un livre qui vous raconte, ouais, dans Oui. dans vos multiples facettes, à la fois pour donner des exemples, en effet, de Oui. plafonds de verre qu'on peut faire Mmh mh. sauter, ça c'est une évidence, Mmh. et rien n'a été écrit dans mon Non. parcours. Mais aussi pour,
pour inciter à la curiosité véritable à l'égard des gens avant les jugements à Oui, l'emporte-pièce, quoi. oui, complètement. C'est réussi. Moi, je l'ai lu, j'ai aimé, je m'y suis vue, voilà. Donc, mes nièces sont en train de le lire. Je parle beaucoup de mes nièces, mais parce que c'est important d'être un exemple, même au Elles ont sein quel même âge? de sa famille. 20 ans, Alia, 20 ans, et Jade Mazarine, 18 ans, depuis quelque temps. Et toutes les 2 Joli veulent faire prénom, médecine, pour travailler dans la santé, en tout trop cas. bien, Voilà. on en a Et besoin. voilà. Donc, c'est pour ça que ces exemples qui sont les vôtres sont importants. Ils ne sont pas nombreux en France, alors que c'est un pays dans lequel on devrait être beaucoup plus nombreux au regard de notre idéal. Et donc, quand j'en tiens une, je la lâche pas. Voilà. Donc, bravo à vous. Le Merci. livre, il est chez Talendier. Il est vraiment bien, on a à peine parlé. Moi, je voulais plein de choses. Par exemple, 90% des adolescents ont un téléphone, ça c'est un chiffre hyper important. 67% des enfants entre 8 et 10 ans ont déjà un réseau social, un ou plusieurs. Entre Donc, 8 et 10 ans. voilà, donc il y a Moi, ça me énormément ouais. d'informations dans ce livre. Je voudrais rester 3 heures avec vous, mais on refera, on refera, on refera. En tout cas, ce livre, pour moi, il est fait pour éclairer tout le monde, le citoyen, le politique, les GAFAM eux-mêmes, sur le fait que maintenant, on sait. Maintenant, on sait. C'est important. C'est une très bonne conclusion. Voilà. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Vraiment, donc Et il on peut faut dire aux agir. GAFAM les yeux dans les yeux, Ouais. on sait. Les bulles et le reste, voilà. Donc merci beaucoup pour Merci cette à vous, conversation. c'est un plaisir. À très bientôt. Merci.